Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Je m'appelle Cécile Desjardins, je suis journaliste, rédactrice en chef adjointe à l'Opinion. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler RSE, responsabilité sociale, sociétale, environnementale de l'entreprise. On va parler RSE en particulier dans les PME. Alors, c'est un sujet qui fait souvent peur. On va voir qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. On va voir ce que c'est que la RSE, pourquoi c'est un sujet essentiel, et très concrètement, comment est-ce qu'on peut se lancer, comment est-ce qu'on peut faire ses premiers pas. Alors, heureusement, pour parler de tout ça, je suis très bien entourée. Delphine Bourdin. Bonjour Delphine. Bonjour. Delphine est une spécialiste de la donnée, consultante RSE et data chez Next Decision. Alors Next Decision, c'est un cabinet spécialisé dans le stockage, la traçabilité, le nettoyage des données. Et puis, c'est aussi une PME. Vous comptez à peu près 300 salariés, une dizaine d'agences en France. On verra que vous êtes, en tant qu'entreprise, aussi concernée par ces sujets que vous voyez chez vos clients. À vos côtés, sur mon écran, Louise Marguerite Cados. Bonjour Louise Marguerite. Alors, bonjour, hein. Vous êtes chargée de développement chez Goodwill Management. Goodwill Management, c'est une entreprise de conseil spécialisée en RSE, notamment dans les sujets environnementaux, le bilan carbone. Alors, on parlera notamment de 2 études que vous avez réalisées, justement, sur la RSE et les PME. À vos côtés, heu, Olivier Echen. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier, vous êtes directeur général des Transports Echen. Alors, les Transports Echen, c'est une entreprise familiale qui a été créée par votre arrière-grand-père en 1937 et vous représentez la 4e génération à la tête de ce qui est devenu un groupe de transport national et même un peu international. Alors, vous comptez 350 salariés sur 7 sites, une flotte de plus de 235 camions. Et puis, la RSE, pour vous, c'est une occupation quotidienne. On va voir comment vous devez traiter tous ces sujets. Thierry Luthi, dernier de nos intervenants. Thierry, vous êtes DAF et président de MyReport. Alors, MyReport, c'est une entreprise française qui propose des solutions de business intelligentes à destination des PME. Et vous-même, là encore, vous êtes une PME de environ 100 collaborateurs. Bonjour. Bonjour Thierry. Alors, pour commencer, je voudrais qu'on parte du tout simple, en fait. Qu'est-ce que la RSE? Et Delphine, vous avez accepté de nous faire une petite définition, de vous prêter à l'exercice de la définition. Qu'est-ce que ça veut dire RSE? Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, la RSE, on dit responsabilité sociale des entreprises ou responsabilité sociétale des entreprises. Les deux sont vrais. La deuxième est un peu plus intéressante que la première. La Commission européenne a défini la RSE comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. C'est un petit peu compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. C'est un sujet à 2 piliers majeurs, puisqu'il faut qu'une entreprise elle ait un impact positif sur la société, tout en restant économiquement viable, parce que évidemment, sinon ça fonctionne plus. Et donc tout est une question de curseur où on positionne l'impact positif vis-à-vis de l'économiquement viable. Il y a plein de domaines couverts dans la RSE. On va parler de gouvernance, des droits de l'homme, des conditions de travail, évidemment, de l'environnement, le pilier environnemental qui est un des plus importants, l'éthique et Beaucoup puis pensent, le lien. parfois on pense RSE, on pense environnement. C'est pas ça que vous nous expliquez. Il faut vraiment avoir une pensée beaucoup plus large, en fait. Ce n'est pas que ça, voilà. On parle effectivement de 3 piliers majeurs, l'environnement, tout ce qui est sociétal, social, et tout ce qui touche à la gouvernance, la manière dont on gère ses affaires, l'éthique, etc. Alors, j'ai envie de vous demander tous, autour de notre table ronde, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette définition? Concrètement, quels sont vos enjeux en matière de RSE? Alors, peut-être Olivier, parce que vous avez gros enjeux, environnementaux? Oui, bien sûr. Alors, par rapport à ce que disait Delphine, c'est vrai que ce qui vient en premier à l'esprit quand on parle de RSE, c'est évidemment la partie environnementale. Dans notre secteur, nous, on a un gros enjeu, évidemment, puisqu'on est des gros consommateurs d'énergie, mais on est aussi un secteur dans lequel on utilise beaucoup de main-d'œuvre et on a un rôle sociétal qui, je pense, est important. Et par nos achats aussi, on a des impacts sur nos parties prenantes qui sont aussi déterminants. Donc, des gros enjeux de RSE à tous les niveaux et chapeauter tout ça par un enjeu économique majeur. Thierry, vous, le pétrole, enfin, j'imagine que vous consommez un peu moins d'essence que chez Olivier. Alors, c'est quoi vos enjeux RSE? Oui, alors nous, c'est plutôt une essence humaine, puisqu'en fait, nous sommes éditeurs de logiciels, donc on produit de la valeur ajoutée. Donc il a fallu combiner justement, et j'ai bien aimé la définition sur l'effet qu'on exerce sur la société.
Nous, notre valeur ajoutée, c'est d'aider les PME à y voir plus clair dans leurs données. Alors, comment on l'a traduit, nous, en interne pour ces problématiques de RSE, on a focusé sur 2-3 cas extrêmement concrets qu'on va partager ensemble pour aller directement dans le vif du sujet. Donc, si on peut présenter la première illustration, qui est sur le volet RH et la partie plutôt parc automobile. On va voir dans votre slide, en effet. Oui, voilà. Donc, si on peut voir la présentation. Voilà. On l'a à l'écran tous ensemble. Donc, en fait, pour nous, comment on a traduit ça sur la partie parc automobile, et donc avec 2 axes particuliers. D'abord, l'hybridation du parc automobile, parce que c'est aussi concourir à cette meilleure énergie consommée. Et puis, d'autre part aussi, pour aussi rendre notamment les collaborateurs itinérants responsables de leur attitude au travail, et pour eux-mêmes et pour la société en tant que telle, eh bien, c'est de pouvoir avoir des statistiques sur la sinistralité avec des actions ensuite après très concrètes pour qu'on puisse réduire ce risque lié à nos collaborateurs itinérants. Donc, vous avez la représentation graphique d'un certain nombre de statistiques. Oui, Cécile? Peut-être 2 questions, Thierry. Oui. La première chose, on est bien d'accord, quand vous parlez parc automobile, ce n'est pas votre parc, c'est le parc de vos salariés, ceux qu'ils utilisent pour aller au... C'est pas que vous n'êtes pas la Poste avec un grand parc automobile en direct, c'est la façon dont vos salariés vont se rendre au travail ou vont travailler au quotidien. Et c'est peut-être l'occasion de faire une explication sur ce que vous appelez le scope 3, enfin sur ce qu'on appelle le scope 3. Oui, oui. Alors là, c'est plutôt cette statistique qui est présentée, c'est sur le parc de la société. Donc, ce sont les véhicules que l'on met à disposition des collaborateurs, et c'est pour ça qu'on parle de consommation, d'accord, de notre propre consommation indirecte, d'où le scope 3. Par contre, en consommation directe, et là, c'est plutôt le scope 2, donc pour aussi laisser place aux autres débats. Donc, l'autre illustration, c'est effectivement la consommation d'énergie. Donc là aussi, pour se rendre beaucoup plus responsable sur nos consommations énergétiques. Alors, on a fait beaucoup d'investissements sur les locaux. On reviendra tout à l'heure sur la partie QVT et relations et bien-être au travail. Mais là, de façon extrêmement concrète pour cette partie RSE et consommation énergétique, eh ben, c'est la représentation graphique avec des enjeux depuis 2 ans qui est non seulement de voir la partie quantitative et la partie qualitative. Quantitative, c'est les kilowatts consommés, mais la partie entre guillemets qualitative, c'est l'explosion des coûts de l'énergie. D'accord? Donc on fait un rapport entre les deux, entre le prix et les quantités, de telle sorte ensuite après d'avoir des courbes et puis de lancer des plans d'action pour réduire cette consommation énergétique. Donc voilà, très concrètement, la RSE chez MyReport, par rapport à notre métier, eh bien, on l'a focusé sur des enjeux qui parlent aux collaborateurs. Et puis enfin, vous voyez juste à gauche de l'illustration aussi un 3e indicateur qui est sur la formation des collaborateurs pour la compétence. Et là aussi, c'est sur un plan de durabilité, un élément extrêmement important. On y reviendra tout à l'heure. J'allais dire, Thierry, il y a un élément qui est central là, et sur lequel on reviendra longuement tout à l'heure, c'est le fait que déjà, il faut mesurer, il faut mettre il faut savoir où on en est. Et là, tout de suite, avec ces tableaux, on se rend compte que ça va être là. Enfin, et on reviendra dessus, c'est l'une des premières étapes avant de savoir ce qu'on fait en matière de RSE, savoir où on en est. Peut-être une réaction, Louise Marguerite, sur tout ce que les uns et les autres ont pu dire là, depuis la définition sur l'utilisation chez eux de ces termes. Oui, tout à fait. Tout ce que vous avez dit, effectivement, ça fait écho. La RSE, finalement, c'est intégrer le développement durable dans son entreprise. Donc, prendre en compte les enjeux économiques, mais aussi prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux sur toute sa chaîne de valeur. Et ça, c'est vraiment important. C'est l'idée que l'entreprise n'est pas seule. Elle intervient dans toute une chaîne de valeur avec ses fournisseurs, ses consommateurs, ses clients, mais aussi le territoire sur lequel elle intervient. Et finalement, intégrer le développement durable dans son entreprise, c'est se poser des questions. Des questions sur quels risques et comment je me protège des risques qui peuvent menacer mon entreprise. C'est aussi se poser la question des opportunités, comment j'identifie les opportunités que peuvent m'apporter la RSE, parce qu'il y a aussi des bénéfices à la RSE et on le verra tout à l'heure. C'est aussi identifier ses impacts sur sa chaîne de valeur. Comment, moi, mon entreprise, elle impacte l'ensemble de sa chaîne de valeur. Donc ça, c'est des questions hyper importantes à se poser. Et peut-être ce que je voulais rajouter, c'est aussi que la RSE, c'est un concept qui change. Aujourd'hui, la RSE, on fait souvent appel à l'ISO 26000, qui est la norme européenne pour parler de RSE, avec ces 7 grandes questions centrales. Et aujourd'hui, il y a la CSRD qui arrive et qui va aussi peut-être chambouler ça. Alors pour l'instant, pour les plus petites entreprises, c'est encore l'ISO 26000 qui fait foi. Mais voilà, ça, c'est des choses qui vont être amenées à changer. Et c'était ce que je voulais apporter par rapport à cette définition de la RSE. On voit que la RSE est devenue un sujet absolument central aujourd'hui dans les entreprises,
Pourquoi c'est important? Alors, vous venez d'évoquer, Louise Marguerite, le sujet de la réglementation. Peut-être un point réglementaire, Delphine. Je sais que vous insistiez pas mal sur cette réglementation qui arrive. Effectivement, comme évoqué par Louise Marguerite, il y a la CSRD qui arrive, qui est cette grosse réglementation européenne sur le reporting extra-financier, qui va remplacer la DPEF qui était existante pour les grandes entreprises cotées. C'est un sujet un peu complexe, mais en quelques mots, ce qu'on peut dire sur cette réforme, c'est elle change radicalement par rapport à ce qui devait être produit dans le cadre de la DPEF, à la fois en termes de profondeur d'information, puisqu'on avait jusque-là un rapport qui était plutôt déclaratif. Là, on a tout un tas d'indicateurs, environ 1200 indicateurs, sur lesquels on doit répondre. Ces indicateurs, ils ont une définition précise, on doit répondre sur un format précis, dans un ordre précis. Et d'autre part, l'autre volet vraiment transformatif dans le cadre de cette réforme, c'est qu'avant, on avait entre 4000 et 5000 entreprises concernées par le sujet, par la fameuse DPEF, et là, on va passer sur un volume d'environ 50 000 entreprises. Donc, on voit bien que l'échelle n'est pas du tout la même. Et d'autre part, ce rapport, il va avoir des effets en cascade, puisque, comme le disait Louise Marguerite, on s'intéresse dans le cadre de ce rapport à l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc, on va avoir besoin de discuter avec ses fournisseurs, ses partenaires, ses clients pour récolter de l'information et ainsi produire ce rapport. Et donc, même si les entreprises de taille PME ne sont pas directement concernées elles-mêmes par la production de ce rapport, elles risquent d'être fortement sollicitées pour produire des informations pour leurs partenaires qui eux-mêmes sont éligibles à ce rapport. Alors, Olivier, justement, peut-être, est-ce que vous êtes concerné? Est-ce que vous avez commencé à travailler dessus? Est-ce que c'est un vrai sujet pour vous? Alors oui, c'est vraiment un sujet très important. Alors si on prend le prisme du business et de la réglementation, en effet, aujourd'hui, nous, on ne va pas être concernés par cette réglementation directement, puisqu'on n'a pas une taille d'entreprise, on est quand même une PME régionale, on ne va pas être soumis à cette réglementation. Par contre, on travaille pour le compte de grands clients, de grandes enseignes nationales, qui évidemment sont soumis à cette réglementation. Et aujourd'hui, on est déjà soumis à des obligations de reporting, à des obligations de label, alors spécifiques à notre secteur d'activité. Demain, en tant que PME, on sait que si on n'est pas capable de répondre à ces obligations et à ces demandes de clients, en définitive, qui vont devenir des standards en tant que fournisseur de ces grands comptes, on n'aura plus l'accès au marché. Et ça, c'est vraiment une partie déterminante. Aujourd'hui, dans la stratégie d'entreprise, dans la projection que l'on a, on sait que si l'on ne s'engage pas dans cette voie-là, demain, on risque de ne plus pouvoir concourir et d'être disqualifié des appels d'offres ou tout simplement de ne plus être consulté par des clients qui sont des clients majeurs pour nous. Louise Marguerite, je vous voyais réagir tout à l'heure. Il y a d'autres éléments pour lesquels c'est majeur de s'impliquer aujourd'hui? Oui, tout à fait. En matière de RSE, alors il y a sur la partie réglementation, bien sûr, il faut pouvoir donner une information qui soit de qualité, qui soit fiable et qui soit comparable entre les entreprises, effectivement. Et même si on n'est pas soumis à la CSRD, il faut pouvoir donner des gages, donner des informations aux entreprises dont on va dépendre. Donc ça, c'est vrai que c'est un point qui est important. Quelque chose qui est important aussi, c'est que ça permet c'est une opportunité de résilience, la RSE. Ça permet, comme on l'a dit tout à l'heure, de prévenir des risques. Alors, il y a plusieurs types de risques et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure dans la présentation des études que l'on a fait chez Goodwill, mais il y a différents types de risques. Il peut y avoir des risques de réputation, des risques réputationnels, par exemple, mais il y a aussi des risques physiques, des risques réglementaires qu'il faut anticiper. Et donc, c'est important de commencer par anticiper ces risques-là. Mais il y a aussi des opportunités pour les entreprises, des opportunités en matière de développement de leur activité économique, augmentation du chiffre d'affaires, augmentation de la rentabilité, qu'il ne faut pas mettre de côté. Quand on fait les choses bien et qu'on communique dessus, ça permet d'améliorer l'image de son entreprise, d'améliorer derrière l'image de marque et directement le chiffre d'affaires. Ça permet aussi de motiver ses salariés, de leur donner la possibilité de s'épanouir dans des projets qui font sens pour eux. Et on sait que le sens au travail, c'est très important aujourd'hui. Donc ça, ce serait une des choses majeures. La RSE, ça veut aussi dire aller explorer de nouveaux territoires et pourquoi pas innover
développer de nouvelles offres, par exemple. Et donc ça aussi, c'est un point important. Et dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est aussi l'amélioration de la valorisation financière des entreprises. Qu'une entreprise soit dans une phase, par exemple, où voilà, elle veut être, se mettre en vente et être rachetée, ça va être important ça peut jouer en tout cas d'avoir une démarche RSE installée avant le rachat. Et deuxièmement, on sait aujourd'hui que de plus en plus, les partenaires financiers sont amenés à demander aux entreprises des gages, voilà, soit avant des investissements. On sait aussi qu'il y a des banques maintenant qui ont des taux préférentiels pour les entreprises qui atteignent certains critères RSE. Donc on voit qu'il y a énormément d'impact, ça impacte les entreprises sur énormément de sujets. Et donc aujourd'hui, voilà pourquoi c'est important, il y a beaucoup de choses. Alors Thierry, peut-être une réaction. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes une entreprise d'hommes chez MyReport. Alors je rebondis sur ce que vient de dire Louise Marguerite. C'est une opportunité, ce sont des opportunités, des risques dans une entreprise comme la vôtre. Oui, donc Marguerite a bien résumé, hein, toutes les thématiques jusqu'à aller sur l'approche qu'on peut avoir avec nos partenaires financiers pour des prêts bonifiés. En fait, c'est oui, une société d'hommes et aussi de femmes que compose l'équipe de MyReport. J'ai bien aimé aussi l'aspect projet et motivation des collaborateurs. Et finalement, c'est nous, notre enjeu, c'est de faire le lien entre ces thématiques réglementaires qui finalement nous obligent, nous imposent un peu à quelque chose. Souvent, les grandes réformes ont quand même été menées par des grandes trajectoires d'évolution et notamment réglementaires. Alors, il y a la face plus cachée des choses où il faut effectivement produire, il faut aller chercher l'information, et puis la phase la plus visible où effectivement ça nous donne l'occasion de communiquer avec l'ensemble des collaborateurs. Donc, nous, comme vous l'avez compris tout à l'heure dans les indicateurs, on s'est plutôt focusé sur un message que les collaborateurs pouvaient aussi s'approprier, ce qu'a rappelé à l'instant Louis Marguerite, et donc de faire cette synthèse, et puis en tant que dirigeant aussi, c'est de faire le lien avec l'appréciation des risques. Dans nos métiers, donc Olivier a une typologie de risque qui n'est pas tout à fait, loin s'en faut, la même que la nôtre. Nous, on est plutôt sur comment faire en sorte que les services que l'on rend puissent avoir un niveau d'exigence vis-à-vis de nos clients. Donc, c'est les plans de continuité d'activité, les plans de reprise d'activité, c'est la politique liée aux achats, par exemple. Et tout cet environnement-là, finalement, nous amène à se dire qu'on est dans une démarche de développement durable et donc, du coup, de pouvoir trouver l'angle qui fait qu'on va pouvoir répondre à ces obligations de RSE, alors même que dans le strict scope de la réglementation, nous n'y sommes pas à ce jour conviés. Donc, en fait, c'est encore faut-il prendre en compte cette logique d'opportunité. Et en fait, c'est ça qui nous anime chez MyReport, même si, et on a quand même aussi été invité, et je finirai là-dessus, sur le fait que dans le cadre d'un système financier avec un actionnaire majoritaire qui nous a amené, dans le cadre de sa politique de financement, à nous orienter, j'en parlais tout à l'heure, à avoir une démarche plus construite, plus formalisée, avec une notation, un score, et j'y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais rebondir sur une question qui est apparue sur le chat là, et qui s'interroge sur le lien en fait entre la mise en place d'une politique RSE, de responsabilité, de durabilité, tout ce à quoi on peut réfléchir dans ce que ça implique comme transformation de l'entreprise, et le mouvement des entreprises à mission. Alors, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que les deux se développent ensemble de façon logique? Peut-être Delphine. Du coup, peut-être pour répondre à la question, il y a plusieurs manières d'appréhender la RSE et de le mettre en place dans un contexte d'entreprise. Il y a une approche qui est très descendante de la stratégie vers les opérationnels. Et typiquement, la société à mission peut répondre à ça. Où là, du coup, on se dit comment on va définir une raison d'être, comment on va faire en sorte que l'entreprise ait un sens pour la société. On va se poser des questions du type qu'est-ce qui se passerait si l'entreprise n'existait pas? Qu'est-ce que j'apporte moi en tant qu'entreprise à la société? Et donc, on définit une raison d'être. Et là, on est typiquement dans le cadre de la loi Pacte, où on va effectivement devenir potentiellement société à mission, et on va se munir d'une boussole qui va permettre d'aiguiller la stratégie pour les années à venir. Donc, on est vraiment dans une RSE de la stratégie vers le bas.
Et après, il y a une autre méthode qui consiste à plutôt partir du bas vers le haut. Comment on va commencer par réduire ces externalités négatives, donc les impacts négatifs de l'activité de l'entreprise sur notamment l'environnement, mais aussi la société en règle générale. Donc, comment on va corriger notre bilan carbone, réduire nos émissions, réduire notre empreinte environnementale, améliorer notre pratique des affaires, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur une approche à partir des pratiques, puis vers le haut. C'est très clair. C'est vrai que dans de nombreuses années, peut-être que les deux niveaux se seront retrouvés de façon logique. Avant qu'on rentre peut-être dans la pratique très concrète et ce qu'on doit faire, où en sont les PME? Quel est le niveau de maturité qu'on constate aujourd'hui sur le marché? Et j'évoquais tout à l'heure 2 études que vous avez faites chez Goodwill Management. Est-ce que vous pouvez nous en parler peut-être, Louise Marguerite? Elle pose assez bien, je trouve, la situation actuelle. Oui, avec plaisir. Effectivement, j'ai sélectionné deux études à vous montrer. Alors, une qui est un tout petit peu plus ancienne, elle date de 2021, mais elle va être mise à jour prochainement. C'est une étude qui a été faite donc, en partenariat avec donc, l'agence Lucie, la Maïf et Baker Tilly par Goodwill Management. Et cette étude, elle pose plusieurs questions. Donc l'idée, c'était d'interroger, alors à peu près 330 PME ont été interrogées pour répondre à cette étude. Et il y avait 3 questions qui étaient posées. Enfin, le but était de poser 3 questions. Où en sont les PME en matière de RSE? Quels sont les profils types de PME engagés en RSE? Et quels sont les leviers à actionner par les PME pour développer leurs engagements plus responsables? Et moi, je vais essayer de vous faire une réponse à chacune de ces questions assez rapidement. Les PME, déjà, c'est 4 millions d'entreprises en France et un peu plus de 48% de l'emploi salarié. Donc, la moitié de l'emploi salarié en France, c'est des PME. Aujourd'hui, notre étude, elle montre que la moyenne en matière de maturité des RSE des répondants était à 10 sur 20 en moyenne. Et ce qui se dégage, c'est qu'elles sont plus matures en France sur les sujets sociaux et un peu moins sur les sujets environnementaux. Donc tout ce qui est question de qualité de vie au travail, conditions de travail sont très bien gérées. Et même le point fort des PME qui ressort dans cette étude, c'est la sécurité de l'emploi. Donc ça, c'est vraiment sur les sujets sur lesquels on va être plus mature. Sur les sujets où il y a moins de maturité, ça va être plutôt les engagements environnementaux, parce qu'il y a une moyenne de 8,8 sur 20 sur le volet environnemental. On se rend compte qu'en fait, les entreprises, elles ont beaucoup d'intentions, mais finalement, derrière, il y a peu de formalisation, il n'y a pas de plan d'action qui ont été mis en place. Voilà. Donc voilà, c'est déjà pour répondre à cette première question de où en sont les PME en matière de RSE. Quels sont les profils types de PME? Alors, on a distingué 3 profils de PME différents. Les collaboratives. Donc ça, c'est des entreprises qui se démarquent parce qu'en priorité, ce qu'elles vont attaquer, ça va être plutôt le lien social. Elles ont généralement de bonnes relations avec leurs parties prenantes, que ce soit leurs parties prenantes internes, donc leurs collaborateurs, mais également leurs fournisseurs, le territoire sur lequel elles interagissent, par exemple. Mais par contre, elles oublient parfois un petit peu plus tôt le sujet environnemental et la politique RSE globale. Donc ça serait les premières entreprises. Les locales, ce seraient des entreprises qui sont reconnues sur leur territoire pour leur savoir-faire, avec des politiques RSE qui sont portées plutôt par les dirigeants. Mais finalement, il n'y a pas beaucoup de formalisation. Donc, ils font des choses, ils font beaucoup de choses bien, mais finalement, ce n'est pas formalisé, il n'y a pas de stratégie RSE en tant que telle. Donc, l'idée pour elles, un bon axe d'amélioration, ce serait de formaliser et d'écrire les choses. Et le troisième type de PME, ce serait les plus matures, c'est les organisées, qui, elles, maîtrisent leur processus de production, enfin leur processus interne, pardon. Elles sont souvent labellisées, elles ont souvent des plans d'action, et donc elles sont très organisées à ce niveau-là. Donc voilà pour la première étude et ce premier panorama qui, bon, du coup, date de 2021, mais qui reste aujourd'hui assez intéressant, même si c'est un secteur qui évolue rapidement. Voilà. Et j'ai une deuxième étude à vous présenter aujourd'hui, qui est une étude qu'on a réalisée avec les mêmes partenaires, cette fois en 2023. Et l'idée, c'était d'interroger également des PME sur leurs risques climatiques et de leur perception de ces risques climatiques-là. Et les résultats de cette étude sur la slide suivante, c'est que les PME aujourd'hui, elles sont conscientes des risques, mais elles ne sont pas forcément préparées. Aujourd'hui, il y a 82% des PME interrogées qui pensent qu'elles vont subir ces effets du changement climatique.
54% ne se sentent pas assez préparés et surtout 3/4 des PME aujourd'hui ne connaissent pas les aides, les dispositifs dont elles pourraient bénéficier pour être accompagnées, pour être aidées. Parce que c'est vrai que ça leur demande voilà, des efforts, du travail, des investissements aussi. Et donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément les clés pour savoir par où commencer et comment être aidé là-dessus. Et il y a 5 conséquences aujourd'hui qui ressortent de cette étude sur l'activité des PME. À la fois des risques physiques et à la fois des risques non physiques. Dans les risques physiques, on va avoir par exemple la raréfaction des ressources ou les pénuries de matières premières. On est en plein dedans aujourd'hui. La modification des coûts et des délais d'approvisionnement, les ruptures d'approvisionnement des fournisseurs. Et puis il y a d'autres contraintes aussi, comme les contraintes réglementaires. Donc les changements de réglementation, donc typiquement la CSRD rentre totalement là-dedans. Et l'augmentation de la fiscalité carbone ou de la fiscalité environnementale. Louise Marguerite, si je suis un peu dure, si je vous fais résumer en un mot, c'est quand même pas très brillant, non? Oui, alors effectivement, non, c'est pas très brillant. Après, les entreprises, voilà, aujourd'hui, elles se réveillent dessus et surtout, il y a quand même des choses qui sont mises en place pour accompagner les entreprises aujourd'hui. L'idée, c'est voilà, qu'elles arrivent à trouver les ressources. C'est vraiment trouver ces ressources-là qui est leur grand défi, je pense, aujourd'hui. Olivier, peut-être une réaction. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez fait beaucoup de choses. Vous vous mettez dans une des catégories particulières décrites. Peut-être celle du milieu, elle faisait les choses un peu comme Monsieur Jourdain, non? Est-ce que c'est votre catégorie? Ça résonne bien, en effet. Je crois qu'on est dans le cas d'énormément de PME où on essaie de faire un certain nombre de choses bien. Je pense que c'est aussi beaucoup le cas dans les PME à gouvernance familiale qui ont dans leur ADN et qui se sont construits avec comme on le dit, une gestion en bon père de famille en essayant de faire les choses avec le plus de sens et le plus de bon sens possible. On n'a pas un goût immodéré pour la formalisation, très clairement. On est très très loin des concepts d'entreprise à mission, etc. On fait des choses assez basiques. On a un métier assez simple en apparence en tout cas. Ce qui est certain, c'est qu'on fait beaucoup de choses, on ne le formalise pas, on ne sait pas communiquer dessus. Et aujourd'hui, nous, c'est l'étape dans laquelle on est, donc on se reconnaît bien dans le profil intermédiaire. On a besoin de formaliser, on a besoin de le communiquer, que ce soit en interne déjà pour une question de management, de donner du sens à ce qu'on fait, de montrer aussi toutes les actions qu'on a engagées et d'arriver à le communiquer à l'ensemble de nos collaborateurs, mais aussi avec nos parties prenantes qui sont de plus en plus attentives, comme on le disait, sur la partie commerciale et vis-à-vis de nos clients, mais aussi vis-à-vis de nos partenaires bancaires. On est une activité aujourd'hui, nous, qui avons besoin de beaucoup de ressources capitalistiques. On a des gros investissements. Je crois qu'il n'y a pas un seul rendez-vous bancaire où on ne parle pas des énergies, qui est un sujet de tous les jours, je pense, pour un certain nombre d'entreprises et un certain nombre de personnes. Donc, c'est des sujets qui sont plus qu'actuels, qui vont s'intensifier et sur lesquels on a besoin de passer des caps. Donc, Louise Marguerite le disait, on a un gros enjeu de ressources, c'est-à-dire que quand on a des PME comme la nôtre, avec des marges qui sont extrêmement faibles, on n'a pas des budgets limités pour pouvoir staffer, organiser un service dédié à la RSE. Alors on le fait petit à petit, on commence un pas après l'autre. Ça, je crois que c'est un message important. On le verra peut-être un peu plus tard aussi, mais de commencer petit à petit et de poser des briques au fur et à mesure. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin, on va y être contraint et on en a besoin d'avancer dans cette formalisation et dans cette orientation stratégique sans passer des caps qui nous paraissent encore inaccessibles. C'est très clair. Delphine, peut-être une réaction sur à la fois l'étude et puis ce que vous voyez chez vos clients, ça correspond à ça? Le témoignage d'Olivier, il est vraiment représentatif des entreprises qu'on rencontre au quotidien, c'est très vrai. Souvent, les PME fonctionnent beaucoup à l'instinct, au bon sens. Effectivement, à la gestion de bon père de famille, ça c'est une expression qu'on rencontre très régulièrement. Et dans ce sens-là, souvent les décisions qui sont prises en termes de qualité de vie au travail et de lien avec les partenaires sont souvent les bonnes. C'est-à-dire que c'est les axes sur lesquels souvent les PME, sans avoir eu besoin de mettre en place des référentiels, etc., font les choses
plutôt d'une belle manière. Parce qu'il y a une vraie proximité, parce qu'on n'est pas sur une grosse structure et qu'il y a un vrai lien fort avec les salariés qui ont permis de bâtir l'entreprise, etc. Du coup, l'axe sur lequel nous, on propose un travail assez vite, souvent, c'est la mesure de l'empreinte carbone qui permet de déterminer un peu les gros cailloux, les gros axes de travail sur le volet environnemental. Même s'il y en a certains qui sont évidents dans votre activité, effectivement, sur le transport, il y en a certains qui sont évidents, mais il y en a peut-être qui sont insoupçonnés. Et puis, ça permet de se mesurer, ça permet de mettre en place une trajectoire, des objectifs, se mesurer, constater les progrès, rebondir, etc. Donc, ça permet d'avoir une dynamique qui est un petit peu embarquante. Et puis après, effectivement, on formalise un plan d'action RSE où là, on va couvrir peut-être un petit peu plus large le scope, rentrer un peu plus dans les différents pans de la RSE. C'est un peu les premiers étages à la fusée. Puis après, on peut carrément aller vers la stratégie ou des labels ou des certifications. Mais dans un premier temps, déjà, formaliser, mesurer et mettre en place une stratégie. Thierry, chez vous, vous avez formalisé, mesuré, mis en place une stratégie. Vous en êtes où dans la fusée? Oui. On en est déjà à plus de 3 ans d'analyse. Donc, ça commence à déjà constituer un premier patrimoine. Et puis, ça permet aussi de donner la trajectoire. Donc, il faut commencer par une première étape, puis une deuxième, puis une troisième. Voilà, donc on s'apprécie par rapport à un score qui nous est donné avec une méthode, une méthodologie que l'on partage avec un auditeur externe. Donc, effectivement, en relation avec, une fois encore, notre actionnaire. Pour vous donner l'ordre d'idée, on était il y a plus de 3 ans à moins de 2 sur un score de 4, et là, on est à presque 3 sur un score de 4. Donc, on progresse. Et c'est peut-être aussi ce qu'on pourrait dire ce matin, c'est-à-dire de commencer, je crois que les témoignages l'expriment, commencer par quelque chose, pour ensuite après progresser, organiser avec l'ensemble des collaborateurs qui peuvent contribuer un petit peu de leur temps. J'écoutais Olivier tout à l'heure et je me disais finalement, il y a quand même beaucoup dans nos métiers. Alors moi, j'ai peut-être plus un prisme global et puis financier, donc back-office. Il y a beaucoup de nos métiers qui se sont aussi un peu robotisés, qui se sont un peu automatisés. Donc c'est peut-être aussi une opportunité pour ces fonctions-là, support, eh bien, de pouvoir avoir un autre engagement dans l'entreprise, puisque effectivement, il y a une partie de leurs tâches répétitives sans valeur ajoutée qui s'est robotisée. Et chez MyReport, pour être extrêmement concret, ce sont dans les parties plutôt administratives, office management, que l'on a embarqué cette dynamique RSE pour justement donner un petit peu plus de volume, un petit peu plus d'envergure à ces postes plutôt plus de back-office. Donc nous, on est mesuré sur 4 critères. Le critère environnement, le critère social, le critère gouvernance et partie prenante. Et c'est vrai que ça a été évoqué quand maintenant, effectivement, chaque réunion annuelle qu'on a avec nos banquiers, ils nous disent qu'est-ce que vous faites dans le cadre de la RSE, comment on peut éventuellement vous aider à améliorer le dispositif. Et puis, dans le cadre effectivement de recherche de financement, ça peut être aussi un bénéfice pour l'entreprise. Donc, il y a un investissement. Et puis cet investissement, il peut être mesuré de façon différente sur sa rentabilité, sur ce retour sur investissement, que ce soit par rapport à l'évolution des métiers que j'évoquais à l'instant, mais aussi d'un point purement financier. Bon, on a évoqué l'énergie tout à l'heure en début de webinaire, et puis là, sur un plan aussi financier, pour avoir un meilleur rating ou un prêt bonifié, et puis sans aller chercher, et puis ça fera la transition aussi avec la deuxième étude qu'évoquait Louise Marguerite. Moi, je suis content de ces scores, parce que ça veut dire, tout à l'heure, on disait oui, est-ce que c'est bien ou pas bien? Moi, je suis content parce que ça veut dire qu'on a un terrain encore de progression qui est considérable. Et finalement, pour faire le lien aussi avec un peu cette entreprise à mission ou la vocation qu'on peut avoir, notre raison d'être, nous, chez MyReport, c'est d'aider les PME à être plus performantes. Et plus performantes, ça veut dire de continuer à se développer durablement pour affronter tous les défis qui sont les nôtres au quotidien. Et Dieu sait si nous en avons, quel que soit notre métier. Donc, en fait, moi, je suis plutôt optimiste sur ce sujet-là. Bon, il y a un côté réglementaire, oui, il y a un petit peu de temps à passer, mais je pense que si on analyse véritablement pour l'interne, mais aussi pour nos parties prenantes externes, je pense qu'il y a plutôt des enjeux positifs à en trouver. Et quand on est dirigeant d'entreprise, il faut toujours, je dirais, se battre plutôt pour valoriser et positiver toutes nos contraintes, et puis faire en sorte que ça puisse s'inscrire aussi dans nos valeurs. Parce que finalement, quand on recrute aujourd'hui des jeunes, ils nous disent OK, mais comment vous concrétisez ce que vous nous dites? Comment vous concrétisez votre message? Et je trouve que par ce biais-là,
d'actions concrètes, eh ben, on peut leur dire, voilà, nous concrètement, voilà ce qu'on fait dans nos entreprises. Et ça, je crois que c'est un élément extrêmement important. Enfin, puis je ne peux pas être trop long, je pense que non, on a aussi, dans le respect aussi de cet développement durable, je pense qu'on a aussi un travail important à mener et encore avec les grands donneurs d'ordre, et notamment en matière de respect de réglementation. Et je pense là à une chose qui moi, m'est chère en tant que directeur financier, c'est le respect des accords, le respect des délais de paiement. Et en fait, il y aurait encore beaucoup à dire. On pourrait presque faire un webinaire là-dessus, pour toutes ces entreprises qui prônent effectivement ces valeurs de RSE, eh bien de façon très concrète, de voir sur le plan du terrain, sur cet aspect-là des choses. C'est peut-être un petit bout, mais quand même, c'est important. L'aspect trésorerie pour les PME, eh bien de pouvoir mettre les acteurs devant leurs responsabilités. Alors très, très concrètement, justement, je voudrais revenir peut-être, vous êtes les uns et les autres déjà avancés finalement en matière de RSE. Alors pour reprendre une expression de Delphine tout à l'heure, pour les entreprises qui sont encore vraiment collées au sol, qui doivent aborder ces sujets de zéro, comment, Delphine, est-ce qu'on peut amorcer les tout premiers étages, très basiquement? Très basiquement, il y a plusieurs, manières de voir les choses. Comme on le disait tout à l'heure, il y a déjà beaucoup de choses qui sont bien faites à l'instinct. On peut s'orienter vers l'ADEME qui propose des financements pour mettre en place des premières trajectoires, pour mettre en place des premiers bilans carbone. Si on est plutôt sur une dynamique où on préfère faire les choses de manière autonome, on peut s'orienter vers l'outillage pour apprendre à faire soi-même son bilan carbone, sa propre mesure, et puis avancer de manière autonome. Voilà, il y a différentes manières de voir le sujet. Louise Marguerite, ce serait quoi vos conseils pour commencer quand on est encore assez immature ou débutant? Je ne sais pas comment. Bah ouais, pour faire écho à ça, effectivement, je pense que la première phase, ce serait de faire une analyse de sa maturité. En fait, on le voit, mais les entreprises, la plupart font quelque chose. Souvent, elles ne le formalisent pas. C'est plus ça le souci. Donc, faire une première analyse de maturité, on peut la faire sur la base de l'ISO 26000, par exemple. Voilà, faire une première analyse de maturité, essayer de voir sur quelle question centrale, sur quel point on est bon et arriver à les mettre en avant, sur quel point on est un peu moins bon et sur lesquels on pourrait s'améliorer, et à partir de là, construire un plan d'action et voir voilà, quelles sont les grandes actions que je pourrais mettre dans mon entreprise, peut-être 2, 3 ou 4, et ensuite créer un plan d'action par rapport à ça. Alors après, on peut se doter d'indicateurs pour suivre son amélioration sur ces points-là. Mais effectivement, faire déjà un premier constat, un premier état des lieux, et ensuite créer un plan d'action à partir de ça. Voilà, ça me semblerait effectivement être la première étape. Thierry, vous avez parlé de votre démarche, mais qui est avancée finalement. La première étape que vous conseillez ou la première étape que vous avez eue il y a 3 ans quand vous avez amorcé cette démarche, hein? Oui, alors, Delphine le disait, c'est avoir de bons outils. Un artisan, s'il veut bien travailler, il a de bons outils. Donc, merci de ce tremplin. Bah, nous, on en a un, ça s'appelle MyReport. Donc, on peut dire qu'on s'est peut-être facilité la vie en utilisant notre propre solution. Et d'ailleurs, Olivier aussi l'utilise. Donc, ça pourrait être aussi un témoignage. Et on le remercie. Des conseils pour démarrer. Bon, il faut déjà identifier les indicateurs sur lesquels on va se mettre d'accord entre nous, d'une part, vous l'avez bien compris. Et ensuite après avec la partie prenante concernée et donc l'auditeur qui pourrait être mandaté par la partie prenante. On rappelle aujourd'hui que le rôle du directeur financier il est beaucoup plus élargi que par le passé. On parle aujourd'hui depuis de nombreuses années déjà de reporting extra-financier. Ça veut dire que ce reporting il va aussi être audité, donc validé. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit beaucoup plus accurate qu'il ne pouvait être par le passé où on pouvait parler de données estimées. Là, ça va être vraiment des données qui vont être auditées, donc entre guillemets certifiées. D'ailleurs, on voit bien le rôle des parties prenantes, commissaire aux comptes en premier, dont le métier va beaucoup évoluer dans les prochaines années sur ce plan-là. C'est peut-être la contrepartie de l'abandon d'un certain nombre de scopes en matière de taille d'entreprise, mais enfin, en tout cas, il va peut-être sur cet élément-là retrouver une catégorie de mission adéquate. Ensuite, c'est catégoriser les indicateurs. Il y a beaucoup d'indicateurs dans la politique RSE qui sont pas forcément strictement des données chiffrées. Il y a beaucoup de narratifs.
il y a beaucoup d'explications. Donc, c'est comment on peut mettre en place un dispositif un peu hybride entre des données qui seront des données factualisées et puis aussi du narratif pour compléter finalement et nourrir cette politique de RSE dont on tous sur le call de ce matin considèrent qu'effectivement il y a moins de formalisation que des actions d'entreprise. Bien entendu, c'est de s'assurer, ça va paraître d'une banalité, mais c'est une vraie réalité de la qualité des données dont on dispose. Donc, c'est le métier de Delphine, hein, de s'assurer de la qualité des données. Bon, j'emploierai pas l'acronyme anglais, mais vous l'avez tous compris. Et donc, pour faire en sorte que ces données, elles soient qualitatives et puis qu'elles soient aussi enrichies. Et du coup, là, de se dire pour des parties prenantes, par exemple, eh bien, l'exemple d'une agence de voyage qui aujourd'hui n'est pas capable de donner une contrepartie de consommation de CO2, faut se poser la question de savoir si, par exemple, on la conserve dans notre environnement de parties prenantes, parce que nous avons besoin, nous, de consolider les données avec des données exogènes. On a parlé de l'ADEME, donc il y a d'autres organismes aussi pour justement traduire une donnée en une autre et que tout ceci se soit dans cette forme de validité que j'évoquais. Bien sûr, c'est de sécuriser l'ensemble des environnements et souvent d'être amené à croiser les données. On va croiser des données de RH, on va croiser des données de production, on va croiser des données plutôt financières. Bon, Olivier, lui, croise des données de consommation, de trafic, d'accidents du travail, qu'on lui espère le moins possible, de capacité de ses collaborateurs à travailler dans des considérations différentes. Donc, le croisement des données est essentiel pour justement faire en sorte que ces données aient un sens et soient reconstituées. Et puis enfin, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure en tout début de webinaire, c'est comment le restituer facilement et de façon compréhensible vis-à-vis des différentes parties prenantes. Chacun a ses dictionnaires, chacun a son langage, et donc il faut aussi s'adapter à son auditoire, et donc que l'outil puisse aussi pouvoir donner des restitutions facilement compréhensibles, illustrées. Alors Olivier, tout naturellement, je vous demande comment est-ce que vous utilisez vos données. C'est quoi vos conseils à la fois sur l'utilisation des données, sur l'outil? Qu'est-ce qui est important à ce niveau-là? Alors, il y a deux choses. La première, c'est que pour se lancer, pour répondre à cette question-là, je pense qu'il est important d'interroger le secteur dans lequel on évolue et savoir si aujourd'hui il y a des normes qui se mettent en place dans le secteur dans lequel on est ou une trajectoire ou quelque chose qui va devenir le standard de la profession. Ça, je crois que c'est très important parce que, comme on le dit, on s'adresse aujourd'hui à des PME, on a peu de ressources, hein, j'insiste un peu dessus, mais c'est la réalité de tout dirigeant, je crois, de PME aujourd'hui, quelques rares exceptions. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Il faut aller là où notre secteur va. Nous, on a clairement un label qui est sorti, qui s'appelle le label Objectif CO2, qui est un label basé sur la réduction des émissions de GES du transport, donc la performance de l'émission de CO2 par tonne transportée, d'accord, sans trop rentrer dans le détail. Mais c'est ce qui est devenu le standard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le premier label qu'on a obtenu et qui s'est imposé chez nos clients. Je pense que quand on a à flécher des ressources, il faut vraiment s'attacher à faire ce que le secteur, ce dont le secteur a besoin et le secteur dans lequel on évolue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est aussi mon témoignage de mon expérience avec MyReport, c'est que j'ai beaucoup appris, alors ça fait maintenant quelques années que j'ai engagé l'aventure avec MyReport, et j'ai beaucoup appris au contact des équipes de consulting de MyReport qui nous suivent et qui nous suivent toujours aujourd'hui. Un premier conseil qu'un directeur projet m'a donné de chez MyReport et qui est très précieux et que je remercie, il se reconnaîtra si jamais il regarde la vidéo, c'est d'avancer pas à pas et petit projet par petit projet. Excellent conseil, tout à fait adapté à une PME. On a envie de brasser toutes les données, d'avoir toutes les infos qui tombent en direct tous les matins dans la boîte mail ou sur la data visualisation, que tout soit parfait. La réalité, c'est que quand on n'a pas l'habitude de ce type de travail, de la manière de qualifier les données, tout un projet, c'est à mettre en place. Et il faut commencer étape par étape. Et ça se fait projet par projet. Aussi pour des raisons économiques, parce que les projets, ça demande beaucoup de temps de la part des entreprises. Ça demande aussi un petit peu de budget. Et donc d'avancer, voilà. Vraiment, on pose une première brique, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'insiste dessus. On pose une première brique, on arrive avec des indicateurs, c'est ce que disait Thierry, des indicateurs pertinents. Je rebondis sur l'aspect client avec des indicateurs qui font du sens par rapport à nos clients. Et on fait un premier projet.
puis on fait un deuxième projet. Et là-dessus aussi, moi, une des plus grosses contraintes que j'avais, c'était le croisement des données. Thierry en a parlé. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude peut-être de manipuler des datas, ça peut paraître anecdotique ou un problème un peu technique, mais une des très grosses forces de la solution, pas pour faire de la publicité, mais en tout cas parce que c'est mon expérience et c'est le vrai retour d'expérience que j'ai eu en utilisant plusieurs outils de BI, comme on dit, c'est de pouvoir Business manier intelligence. le business intelligence, c'est de pouvoir avoir plusieurs sources et de pouvoir croiser ces données-là. Aujourd'hui, c'est une très grosse force parce qu'on a des sources d'informations qui sont très diverses. Nous, on a plusieurs logiciels qui vont nous amener de manière concrète la consommation de carburant des véhicules, le nombre de kilomètres parcourus, le tonnage dont je vous parlais tout à l'heure des marchandises qui va nous être délivrées par nos clients. Et on a de la donnée qui n'est pas homogène. Et à un moment donné, il faut que cette donnée se rencontre et sorte un indicateur. Ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire avec MyReport, qu'on n'avait pas réussi à faire aussi avant. Et c'est une des très grosses valeurs ajoutées qu'on a à la sortie avec les indicateurs que l'on a aujourd'hui. Et puis, c'est un des éléments cruciaux du basculement dans ce nouveau reporting extra-financier. Avant, on n'avait que de la donnée financière, c'était simple. Là, on est au cœur des difficultés que ça pose. Alors, j'ai envie de retourner peut-être retourner la question d'avant. Je vous ai demandé ce qu'il fallait faire. Hein. Est-ce que peut-être rapidement, on peut aller sur ce qu'il ne faut surtout pas faire? C'est quoi l'erreur à éviter? Quelqu'un ose se lancer? Delphine, je vous vois sourire. C'est quoi l'erreur à ne pas faire? L'erreur à pas faire, c'est difficile. Ça dépend des contextes. Hein. C'est un peu difficile comme question. J'aurais tendance à dire vouloir aller trop vite, vouloir viser un objectif. Et ce que vous disiez il y a quelques minutes, Olivier, c'est vouloir viser un objectif qui est vraiment très dur à atteindre, alors qu'en fait, des petits paliers, c'est ce qui est important. Et c'est vrai sur ce que vous venez de dire sur les données, mais c'est vrai aussi sur la RSE, c'est-à-dire que se dire, alors qu'on n'a jamais fait un bilan carbone, qu'on va réduire de 30% de nos émissions à 3 ans, ça n'a pas de sens. Il faut déjà les mesurer, voir ce qui est faisable, mettre en place des projets qui vont permettre de diminuer au fil de l'eau en fonction de ce qui est possible de faire. Et c'est aussi vrai sur, on parlait de la société à mission tout à l'heure, c'est un très très beau projet, mais il ne faut pas brûler les étapes en termes de maturité pour les dirigeants et pour l'entreprise en général, mais aussi pour les salariés. On voit aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui se sont lancées dans la société à mission, et quand on interroge les salariés sur ce qu'ils ont retenu de la raison d'être, soit ils ne savent pas qu'il y a une raison d'être qui a été établie pour l'entreprise, soit ils ne savent pas la donner. Et donc, du coup, ça veut dire que l'expérience est ratée. Ça, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, qui se construit. C'est une culture, ça aborde les sujets de culture d'entreprise. C'est quelque chose qui est assez global et profond dans les réflexions. Donc voilà, donc le conseil, ce serait de ne pas brûler les étapes. Et de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Exactement. Louise Marguerite, peut-être une erreur à éviter? Ouais, ça me fait sourire l'anecdote sur les sociétés à mission, effectivement, parce que moi, mon erreur, enfin, ce à quoi j'ai pensé quand on parle d'erreur à éviter, c'est d'oublier de consulter ses parties prenantes. Et les parties prenantes, c'est les parties prenantes internes, c'est les parties prenantes externes. Donc, il faut embarquer avec soi ses salariés. Il faut faire en sorte que la démarche, elle soit connue, qu'elle soit intégrée par chacun dans l'entreprise. Alors, chacun dans l'entreprise n'est pas obligé de connaître tous les points du plan d'action de l'entreprise et connaître tous les indicateurs sur lesquels on reporte. Mais c'est vrai que c'est important de communiquer. Et le deuxième écueil à éviter, effectivement, c'est d'oublier que l'entreprise s'inscrit au-delà d'elle-même, dans un territoire, avec des fournisseurs, avec des clients. Comme le disait aussi Olivier tout à l'heure, il y a de manière sectorielle des choses qui émergent, que ce soit des labels, des initiatives. Et donc, il faut rester à l'écoute, il faut rester attentif, il faut rester ouvert à tout ce qui se passe autour de soi pour ne pas louper ce genre de choses. Donc, voilà, ne pas oublier que l'entreprise s'inscrit dans une chaîne de valeur qui va au-delà d'elle-même, en fait. Thierry, Olivier, est-ce que cette idée de l'erreur à éviter vous inspire? Ouais. Je vous entends pas, Thierry. Hop. Pardon, oui, non, mais Olivier, vas-y, ou si tu veux conclure, comme tu veux. L'erreur, je vais rebondir sur ce qui a été dit. Je rejoins,
moi, je dirais il faut surtout ne pas déconnecter une communication autour de sa politique RSE du concret. Encore une fois, je reviens à des choses très basiques, mais dans une entreprise, dire on va faire de la RSE, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que ça sonne vrai. Il ne faut pas que ce soit du greenwashing ou autre chose, ou des effets d'annonce, ou voilà. Il ne faut pas mentir sur ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas une question de ne pas mentir, mais c'est qu'il faut être réaliste. Il ne faut pas faire miroiter en disant voilà, on va s'engager, on va devenir une entreprise vertueuse, on va changer tout un tas de choses. D'accord, mais ça se fait dans le temps long. Il ne faut pas dire à nos collaborateurs dans un an, on sera certifié, on aura ça. Non, il faut le mettre en perspective, et surtout, il faut que les premières actions, pour que ce soit concret pour les collaborateurs, ce soit des choses extrêmement tangibles. Je vous donne un exemple, alors qui est pas. Je vous donnais 2 exemples de choses très concrètes qu'on a mis en place dans l'entreprise. La diminution de carburant des véhicules. Aujourd'hui, un camion, pour vous donner une moyenne, ça consomme 30 litres au 100. Tous les ans, on se score et on a un objectif de diminution de cette consommation, qui est entre 2 et 3% par année, sur un périmètre constant. Ça paraît peu de choses, mais en fait, quand on regarde, ça fait des millions de litres à l'année. Ça fait des millions de litres, ça veut dire, c'est un impact économique évidemment qui est très important, mais ça a un impact en termes de GES qui est très important. Comment on fait pour faire cette réduction de consommation? Ben, ça va par tout un tas d'investissements évidemment, mais surtout de formation à l'éco-conduite. Ça, c'est des choses très concrètes, parce que ça veut dire des actions demain dans l'entreprise avec des formateurs, avec des achats de carburant en moins, et ça, on est capable de communiquer, et tout le monde est capable de le matérialiser. Une autre chose qui est peut-être aussi un peu une anecdote, mais c'est pour illustrer le fait de rester dans le concret, l'achat des vêtements de travail. Bon, rien d'extraordinaire, mais aujourd'hui, on source des vêtements qui sont certifiés, avec du coton qui ne vient pas n'importe où, qui est sous label Ecotex 100. Alors peut-être que c'est des vêtements qui vont nous coûter plus cher, donc on en achète moins, mais on les achète mieux. Donc, et ça, de pouvoir le dire et de donner à un salarié un vêtement en disant voilà, c'est pas quelque chose qui a été fabriqué dans des conditions qu'on ne connaît pas, à moindre coût, dans un atelier au fin fond de l'Asie du Sud-Est, c'est pas grand-chose, mais ça rend les choses très concrètes. Donc je réponds un peu à l'envers à la question, mais Non, mais ça pose bien, en effet, le quotidien, ce que ça représente au quotidien. Thierry, avant de vous redonner la parole sur l'erreur, ou en même temps, j'avais une question. Vous employez beaucoup les uns et les autres le « on » de la démarche à entreprendre. Très concrètement, dans une PME, qui doit porter la démarche RSE? Ça fait 2 questions, Thierry, je vous les laisse. Non, mais oui, mais en fait, le on, ça incarne le fait qu'on n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, on embarque aussi les collaborateurs et l'équipe. C'est ça que j'évoquais. Le on, par exemple, chez nous, c'est on a décidé de s'adosser à une plateforme qui s'appelle Team Starter pour faire en sorte d'initier des projets menés par les collaborateurs pour qu'ils aient aussi dans peut-être une meilleure amélioration, je dirais, d'environnement de travail, parce qu'il y a des objets qui sont apportés justement là. C'est la société qui finance, mais en fait, c'est le collaborateur qui s'incarne dans le projet et peut-être aussi dans cette dynamique de participation plus active dans l'entreprise. Donc le on, il est pas simplement, c'est finalement c'est la réunion de top-down et bottom-up. Donc descendante et ascendant, on se retrouve au milieu et on construit quelque chose ensemble. Donc c'est ça en fait le sujet. Après, par qui ça doit être incarné, une fois encore, il est évident que la direction, quel que soit le niveau de direction, doit être à la promotion, doit insuffler. Ce que j'évoquais tout à l'heure sur les équipes back-office, c'est aussi dans mon rôle aussi d'accompagner ces équipes-là. Donc oui, ça peut venir par le bas, et tant mieux. C'est l'incarnation de la plateforme que j'évoquais à l'instant, mais c'est aussi peut-être sur une action plus globale dans l'entreprise. Et puis, il faut que toutes les parties prenantes de l'entreprise soient aussi concernées. Donc, je serais tenté de dire, dans la strate de direction, plus c'est un peu général dans le dispositif, et plus tout le monde doit s'y retrouver, quoi. Voilà. C'est très clair. Je regardais un peu les questions. N'hésitez pas à poser des questions. Il nous reste quelques instants pour en prendre d'autres. Mais il y avait une question sur la CRDS. On en a un peu parlé tout à l'heure. Je voudrais revenir sur ce point de la
CSRD, CRDS en anglais, CSRD en français. Donc cette réglementation européenne que Delphine, vous nous avez expliqué. Juste un point complémentaire qui nous était demandé par un auditeur. Qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas? Alors on reprend, tout le monde n'est pas encore concerné, mais est-ce qu'il y a des sanctions si on ne respecte pas la CSRD? Tout à fait. Il y a des sanctions et elles sont nouvelles. Donc, ça a été décliné dans le droit français en décembre 2023. Donc, c'est assez frais et on est sur de la sanction pénale, ce qui n'existait pas dans le cadre de la DPEF. Aujourd'hui, il va y avoir une obligation à produire le rapport. Et il va y avoir une obligation à ne pas faire une entrave entre l'organisme de contrôle, donc le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant, et l'entreprise, à bien répondre aux questions qui sont amenées par l'organisme de contrôle. Et donc le risque encouru, c'est un risque de défaut de gérance. Et donc un risque un risque pénal. Voilà, donc c'est assez, en plus d'une sanction potentiellement financière. L'autre sanction C'est très lourd. On a rarement des fautes pénales, enfin, se Oui. fait piquer dans la caisse. Oui, c'est effectivement assez inédit. Et du coup, c'est à la fois, ça positionne bien le sujet, à quel point la CSRD est vraiment l'outil de demain pour faire en sorte que les entreprises aillent vers plus de développement durable. Donc, c'est vraiment, ça montre le niveau d'importance du sujet. Et après, il y a d'autres sanctions qui sont induites et qui sont un peu plus indirectes. Typiquement, on pense à bientôt, on pourra plus répondre à un marché d'offres public si on n'a pas publié son rapport de durabilité de la CSRD. Ou, et vous l'évoquiez tout à l'heure, Thierry, sur le sujet financier, c'est-à-dire que bientôt, on ne pourra plus trouver de capitaux si on n'a pas prouvé que sur les piliers ESG, on n'est pas une entreprise vertueuse. Et ça, c'est déjà un sujet en cours. Nous, on rencontre déjà beaucoup d'entreprises qui ont besoin de capitaux pour un sujet divers et varié et qui se trouvent déjà confrontées à ce sujet-là. Olivier évoquait tout à l'heure la sanction du marché, c'est-à-dire si en effet ses clients ne font plus appel à lui parce qu'ils ne respectent pas les... et en évoquant les sujets financiers, il y a les banquiers ne vous prêteront plus, mais les assureurs, est-ce qu'il y a un risque, Olivier? Alors ça, c'est un vrai sujet pour nous, notre profession. On est une profession sur laquelle on se déplace, hein, on fait beaucoup de kilomètres. On est une profession accidentogène. Alors, on n'a pas forcément d'accidents graves, mais on a beaucoup de petits accidents. Aujourd'hui, le pilotage de notre sinistralité, c'est déterminant, c'est-à-dire que on vient qualifier la donnée, on renseigne tous les accidents qu'on a eus, toute la sinistralité, on étudie tous les accidents que l'on a. On le fait aussi via l'outil MyReport d'ailleurs, puisque ça nous permet de voir par semaine, par mois, par année, quel type d'accident, pourquoi, la responsabilité. Et aujourd'hui, on est obligé d'avoir une vraie politique assurantielle autour de ça, puisque dans notre profession, on se retrouve face à un déficit d'assureurs. Aujourd'hui, sur le marché français, il n'y a plus que 3 assureurs qui assurent notre profession. Voilà, c'est la même chose pour les collectivités publiques. En ce moment, ils ont des gros problèmes pour arriver à se faire assurer. Et donc, si on n'est pas capable de piloter en interne notre sinistralité, notre accidentologie, demain, on ne sera plus assurable. Si on n'est plus assurable, on ne peut plus exercer notre profession, tout simplement. Donc c'est un enjeu stratégique pour nous et très concret, puisque je vous passe évidemment les revalorisations de primes d'assurance que l'on a chaque année, mais demain, le vrai risque pour nous, c'est de ne plus pouvoir exercer notre profession, et on a déjà des confrères qui sont obligés d'aller chercher des assureurs à l'étranger et qui parfois sont radiés d'assurance carrément et ne peuvent plus exercer leur profession et font faillite. C'est une réalité actuelle. Alors pour aller un cran plus loin, il y a une question d'un auditeur là. Vous avez évoqué, on a parlé des clients, mais les appels d'offres publics là. Si on veut être sûr de ne pas être exclu des appels d'offres, privés ou publics, quelles sont les quelques thématiques à aborder vraiment en premier? Louise Marguerite, je vous laisse répondre rapidement parce que j'en ai presque au bout, mais on va prendre un peu de temps. Mais avec le micro, ce sera mieux, Louise Marguerite.
Désolée, excusez-moi. En 2 mots, effectivement, les choses qu'on peut aborder, alors souvent les critères sont pas forcément, détaillés, donc on va avoir une part, de la notation, qui va être, dédiée à la politique environnementale de l'entreprise qui répond. Mais ce qui parle le plus effectivement, ça va être de réaliser un premier bilan carbone. Ça, c'est effectivement une des premières actions que l'on peut, mener et ensuite faire part de sa démarche RSE. Donc là, essayer de montrer qu'en 4-5 axes, on fait des choses. Voilà, en montrant voilà, ce que l'on fait sur le côté social, la qualité de travail, les relations avec les fournisseurs également, ça c'est important, et les relations avec les clients. Voilà toutes les choses que l'on peut montrer, mais effectivement, commencer peut-être par un bilan carbone et sinon mettre en valeur la démarche RSE que l'on a déjà en interne. Et c'est vrai que ça demande du coup un minimum de formalisation de la part de l'entreprise. Super. Alors, avant de conclure, je vous propose de prendre une toute dernière question, qui est peut-être un peu plus légère. Est-ce que la RSE et le mécénat d'entreprise, peuvent aller de pair? Delphine? Oui, tout à fait. Le petit conseil qu'on pourrait donner, c'est de ne pas se lancer dans une action de mécénat sans avoir déjà réfléchi et structuré les piliers sur lesquels on voulait travailler. C'est-à-dire, je vous prends un exemple pour l'entreprise d'Olivier. Si demain, Olivier investissait dans, qu'est-ce que je peux vous dire, la conservation des étoiles, une ONG qui travaille dans la conservation des étoiles, ça n'aurait pas forcément de sens. Donc, il y a une question de sens à donner dans tout ça. C'est important de structurer les piliers sur lesquels vous voulez travailler. Et oui, le mécénat peut être un très bel outil pour travailler sur le volet social ou environnemental et en allant travailler avec des ONG, des associations sur le terrain. On parlait du lien avec le territoire tout à l'heure, c'est aussi une belle occasion d'aller travailler avec les acteurs du territoire. Super. Bah, écoutez, on arrive, presque à la fin de notre table ronde. Je vous propose de conclure et en guise de conclusion, est-ce qu'il y a chacun un petit message, fort qu'on doit retenir, de nos échanges? Qui ose se lancer? Allez, Delphine. Je dirais que l'important, c'est d'y aller. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une pression grandissante des parties prenantes, de la réglementation, qui fait il faut réagir, il ne faut pas se laisser déborder. Comme on l'a dit, c'est des choses qui prennent du temps. Il faut prendre le temps de mettre en place quelque chose qui se fasse de manière homogène, cohérente dans l'entreprise, qui embarque les parties prenantes internes, externes. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à commencer le plus vite possible et se faire accompagner à des moments clés pour savoir comment s'y prendre et après se laisser le temps entre les différentes étapes pour faire quelque chose qui soit le plus fluide possible. Mais quel que soit l'angle par lequel on aborde le sujet, que ce soit par de la mesure de type bilan carbone, que ce soit par de la stratégie, par sa réflexion autour de sa raison d'être, tout est bon, il n'y a pas d'erreur à faire, l'essentiel étant de démarrer parce qu'un sujet va entraîner l'autre. Super. Louise Marguerite, en Ouais. 30 secondes, ce qu'on doit retenir? En 30 secondes à retenir, c'est que la RSE, c'est avant tout une opportunité pour les entreprises. Je comprends que voilà, ça puisse être. Enfin voilà, il faut y aller petit pas par petit pas parce que ça peut faire peur, ça peut aussi être coûteux selon les projets que l'on réalise, mais ça reste des opportunités. Voilà, je pense que c'est avant tout bénéfique pour l'entreprise et pour sa chaîne de valeur et que voilà, aujourd'hui, c'est plus une opportunité. Et même la CSRD qui peut paraître effrayante par ses conséquences et par ce qu'elle demande en matière de rigueur aux entreprises. Mais au fond, ça reste une opportunité pour l'entreprise et leur chaîne de valeur. Olivier, votre message fort? Je dirais que l'important, c'est de ne pas se précipiter, mais de commencer et surtout de commencer à récolter de la donnée de qualité le plus tôt possible, puisque surtout quand on a des gros volumes de données, il est parfois compliqué de faire machine arrière. Donc, de se pencher vraiment sur la base, de quoi on a besoin pour notre activité, quelle est la donnée la plus qualifiée possible, et de commencer à l'accumuler. On aura le temps de la traiter après, mais de l'emmagasiner et de faire un patrimoine, comme le disait très justement Thierry tout à l'heure, c'est très précieux pour la suite et ça peut permettre de gagner beaucoup de temps quand les sujets se débloquent au fur et à mesure et qu'on avance dans les projets. Alors Thierry, justement, et ce sera le mot de la fin. Merci. Donc, déjà, merci à toutes et à tous d'avoir contribué à cette réflexion. On l'a vu, c'est un enjeu sociétal. Donc, il est porteur, donc il faut embarquer les équipes. C'est aussi le fait, une formidable opportunité pour aligner
ses discours, sa volonté, sa mission avec des actes très concrets. Et du coup, de nouveau, d'embarquer les équipes. Et puis enfin, ce que disait Olivier à l'instant, c'est un seul message de fin, c'est prenez soin de vos données. Les données, c'est un capital inestimable dans l'entreprise, donc prenez-en soin. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les 4, tout d'abord, pour ces témoignages vraiment concrets, ces exemples. Je pense qu'il n'y a plus de raison d'avoir peur de la RSE et de la mise en place d'une démarche de RSE après vous avoir entendu. Donc, merci à tous les 4 et puis merci à tous de nous avoir suivis pour ce webinaire que vous pourrez retrouver très rapidement en replay. Merci Merci. beaucoup. Bonne fin de journée, merci. Bonne fin de journée.